Bonjour à tous à nouveau. Je vous propose qu'on débute tout doucement et si d'autres personnes se joignent à la présentation, je les ferai rentrer dans le webinaire. Bienvenue sur ce webinaire dédié aux bourses postdoctorales Marie Curie. Pendant la présentation, je vous demanderai de bien garder vos micros coupés. Il y aura un temps de questions-réponses qui sera proposé à la fin ou pendant la présentation de Claire Bajou de la plateforme Projet Opéra. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site des 7 technopoles de Bretagne et également sur le site des organisateurs si c'est prévu comme ça. Du coup, Claire, je te demanderai de passer à la slide suivante si tu veux bien. Ah, je vois pas la Ah. slide. Ah mince, parce que chez moi ça défile, C'est excusez-moi. bon. C'est bon, je passe à la slide suivante. Bon. Donc ce webinaire est co-organisé par 4 structures bretonnes, donc les 7 technopoles de Bretagne pour lesquels je travaille. C'est une fédération de technopoles bretons, des 7 technopoles de Bretagne, et on porte une mission d'intérêt général Europe pour conseiller et accompagner les entreprises innovantes vers les projets européens de recherche et développement. La plateforme Projet Européen est également représentée par Claire Bajou, qui sera notre intervenante aujourd'hui, et qui apporte du coup, soutien et valorise la participation de la communauté académique bretonne au programme cadre européen, dont Horizon Europe et Erasmus+ pour la formation. Le pôle mer Bretagne-Atlantique avec Juliana Carvajal est également co-organisateur. Donc c'est un pôle de compétitivité dédié aux maritimes et ils accompagnent également leurs adhérents vers des projets collaboratifs transnationaux. Et quatrième co-organisateur, VG Valais avec Léa Minier, qui est également présente. Et vous aurez tous nos contacts lors de l'envoi de la présentation. Donc VG qui est également un pôle de compétitivité dédié au végétal et qui accompagne également ses adhérents vers les programmes de financement européens. Donc voilà, pour toute question, vous pourrez nous contacter suite à cette présentation. Nous sommes membres du réseau Noé Bretagne. Sur la slide suivante. Alors il y a un très grand décalage parce que je l'ai passé il y a Ah, déjà un moment. ah oui, il y a un décalage, en effet. Donc le réseau Noé Bretagne, c'est un réseau d'acteurs académiques et non académiques, donc socio-économiques, pour accompagner les acteurs bretons vers les programmes de financement européens. Et c'est un réseau de 35 structures qui est piloté par la région Bretagne et coordonné par la plateforme Projet Européen et par Bretagne Développement Innovation. Et la slide d'après présente les logos des différents organisateurs, mais il y a vraiment un gros décalage pour le Heu, coup. Désolée. Mais Claire, si tu veux, je te ouais, passe la parole pour enchaîner du coup sur la présentation des bourses postdoctorales Marie Curie. merci beaucoup. Je vais tenter peut-être de départager et de repartager parce que je comprends pas pourquoi il y a un tel décalage. Je vais peut-être faire pire que ce que je voulais faire. On va le retenter comme ça. Est-ce que vous voyez la slide correctement? Oui, merci beaucoup. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler, plutôt dans les grandes lignes, mais du programme Marie Curie Postdoctoral Fellowship. Je vais vous le replacer dans un peu de contexte et puis également vous décrire l'appel, les grands principes et comment y répondre. Alors ça ne passe plus. Ça a passé? J'attends, ouais, super, merci beaucoup. Oui, c'est bon. Donc en termes de contexte, ce programme se place dans, Horizon Europe, donc qui est le programme cadre de l'Union européenne de recherche et d'innovation, dans le pilier 1, qui est donc le pilier excellence scientifique, où, il y a des projets dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont les projets ERC et les projets infrastructures et donc il y a les actions, Marie Curie. Hem, je vais commencer de manière un peu abrupte, mais par un petit peu de vocabulaire parce que ce sont des mots que je vais, utiliser de manière, répétée dans la présentation. Donc c'est important que vous les ayez bien en tête. Le premier aspect qui est important, c'est la notion de secteur. Donc il y a
deux grands secteurs en fait identifiés au niveau de la Commission européenne. Le secteur académique, donc qui regroupe les structures d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, et le secteur non académique qui en fait englobe tous ceux qui ne sont pas académiques. Donc les entreprises évidemment, mais pas seulement, les associations, certains musées, certains hôpitaux, en fonction du statut. Et ce statut se vérifie quand on inscrit la structure dans le portail du participant. C'est là qu'on peut vraiment vérifier le statut du partenaire, s'il est académique ou non académique. Donc, quand je parlerai d'aspect intersectoriel, ça se rapporte à ça, en fait, au fait de brasser académique et non académique. Le deuxième aspect qui est important, c'est l'aspect de localisation. Donc, les pays sont classés en, on va dire, 3 catégories, donc les États membres de l'Union européenne, les pays associés, qui sont des pays qui ne sont pas dans l'Union, mais qui ont signé des accords d'association. Et donc, ces pays, États membres, ont les mêmes droits et devoirs, on va dire, que les pays membres. Et les autres pays, ce sont les pays tiers. Donc, ils ne sont ni États membres ni pays associés. Et une partie de ces pays tiers, donc c'est une liste qui est accessible, vous aurez le lien dans le support de présentation. Une partie de ces pays tiers est éligible pour des financements européens et une partie ne l'est pas. Donc, il faut bien consulter la liste si vous voulez travailler avec des pays qui ne sont ni membres ni associés. Et le dernier aspect de vocabulaire qui est important, c'est le rôle. Donc le rôle que peut avoir une institution dans le projet. Il peut être soit bénéficiaire, donc dans le cas des bourses Marie Curie PF, ça veut dire il est l'employeur en fait du postdoctorant qu'il va recruter. Il signe la convention de subvention, il touche l'argent de la commission. Ou alors il est partenaire associé et dans ce cas-là, il participe de manière active au projet, mais il ne touche pas directement de financement. Il ne signe pas la convention de subvention avec la commission. Et donc le bénéficiaire, il doit faire partie d'un État membre ou d'un pays associé. Le partenaire associé, il peut être partout dans le monde. Donc il peut aussi être dans un pays tiers. Donc voilà pour les grands mots de vocabulaire qu'il fallait un peu éclaircir. Maintenant, je vais rentrer dans le principe de l'appel à projet. Donc le principe, l'objectif de ce programme, c'est de recruter et de former un ou une jeune chercheur, jeune chercheuse, à travers une mobilité, parfois plusieurs mobilités à l'intérieur du projet, de manière internationale, interdisciplinaire, intersectorielle. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 3 I, voilà, donc les fameux 3 I, ils sont là. Et j'allais dire que l'objectif premier, il est sur le fait d'avoir un impact sur la carrière de ce jeune chercheur, donc de soutenir le développement de ses compétences, de ses connaissances et lui ouvrir des portes en termes d'employabilité. Ce sont des projets qui durent de 12 à 36 mois en fonction des modalités que je vais détailler un petit peu plus tard. Et ce sont des appels blancs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sujet prédéfini. Vous pouvez soumettre un projet sur le sujet que vous souhaitez. Donc ça intéresse les postdoctorants qui veulent développer leur carrière, renforcer leur CV, leurs compétences, leurs connaissances, à travers le fait de découvrir un nouveau partenaire en Europe, d'enrichir son réseau, de développer des nouvelles collaborations. Pour certains chercheurs, ça peut être aussi l'occasion de revenir travailler en Europe, après avoir fait un postdoc à l'étranger. Pas à l'étranger, en dehors de l'Europe, pardon. Pour les entreprises, ça vous intéressera si effectivement vous avez en tête de recruter, d'accueillir un postdoctorant d'excellent niveau, éventuellement développer des collaborations internationales, et puis donner un coup d'accélérateur au développement de technologies que vous avez vous en interne et d'agrandir votre équipe tout en contribuant à la formation de ce chercheur. Le programme se découpe, on va dire, en 2 grands types de bourses. La première s'appelle European Fellowship. Donc le principe général de celle-là, c'est que, le chercheur, quelle que soit sa nationalité, doit bouger vers un pays européen. Donc soit il arrive déjà d'Europe, dans ce cas-là, il doit changer de pays, soit il arrive d'un pays tiers, enfin de n'importe où dans le monde et il doit arriver dans un pays européen. Donc ces projets durent de 12 à 24 mois.
Et le bénéficiaire, comme on l'a dit avant, donc celui qui va recruter le postdoc, lui, il se trouve dans un État membre ou un pays associé. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les Global Fellowships. Donc là, le postdoctorant va commencer par partir dans un pays tiers, donc pas un pays membre, pas un pays associé. Il va y passer entre 12 et 24 mois. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va revenir dans un pays membre ou associé, donc chez son bénéficiaire. Et ce retour, cette phase de retour, elle ne peut pas durer moins de 12 mois. C'est 12 mois incompressibles. L'idée derrière ça, c'est qu'en fait, l'Europe ne veut pas financer la fuite de ses cerveaux. Donc, il veut bien aller, que ces chercheurs-là aillent se former en dehors de l'Europe, mais par contre, après, il faut qu'ils ramènent ce qu'ils ont appris en Europe pour diffuser. Donc là, il y a un aspect vraiment de diffusion de compétences qui est très important pendant cette phase de retour. Et ces Global Fellowships sont ouverts aux chercheurs qui ont des nationalités européennes, donc d'un État membre ou d'un pays associé. Donc vous voyez que ces Global Fellowships, elles peuvent durer de 24 à 36 mois. Si la personne décide de passer 24 mois hors d'Europe et revenir 12 mois, on arrive à une bourse de 36 mois. Donc ça, c'est le grand principe des bourses postdoctorales Marie Curie. À l'intérieur de ces projets, vous pouvez inclure des secondments. Donc des secondments, en fait, ce sont des mobilités qui doivent apporter une vraie valeur ajoutée au projet et une vraie valeur ajoutée au postdoctorant lui-même, à sa carrière. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir soit, par exemple, une mobilité intersectorielle. Donc, si le postdoctorant est recruté par une université, qu'il aille passer une période dans une entreprise, par exemple, là, c'est intéressant. S'il est recruté par une entreprise, peut-être qu'il souhaitera aller dans une association ou dans je sais pas, un CHU ou une université pendant un secondment. Donc, cette période-là, qui est en fait une période de mobilité, elle doit être déjà définie au moment où vous déposez le projet. C'est intégré, ça fait vraiment partie du projet en lui-même. Et chez le partenaire associé qui va accueillir ce secondment, il faut qu'il y ait un superviseur qui soit identifié parce que ce postdoctorant, il va arriver dans cette structure-là, il va y rester un certain temps et il faut qu'il soit encadré pour que ça se passe le mieux possible. En termes de modalités, quand vous êtes sur un projet European Fellowship, donc qui dure de 12 à 24 mois, vous pouvez faire votre secondment n'importe où, dans le monde entier, y compris dans le même pays que votre bénéficiaire. Donc vous pouvez, entreprise française, recruter un postdoctorant et il peut aller passer quelques mois dans une autre structure qui se trouve en France. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et la durée maximum, c'est un tiers de la durée totale de la bourse. Donc pour les projets de 24 mois, qui sont ceux on va dire qu'on voit le plus souvent, la durée totale du secondment, c'est maximum 8 mois. Ça ne veut pas dire que ça doit durer 8 mois. Ça doit durer plus qu'un mois, mais ça peut aller jusqu'à 8 mois. Et ça peut être découpé en plusieurs parties. Donc ça peut être 2 mois à telle période chez un partenaire, puis 1 mois à une autre période chez ce même partenaire ou chez un autre. Pour les Global Fellowship, donc de la même façon, les secondments peuvent se passer dans le monde entier. Ils représentent un tiers de la durée de la phase sortante, donc la première phase, celle où le postdoc est en dehors de l'Europe. Il ne peut se passer que pendant cette période-là d'ailleurs, puisque comme je vous le disais, la phase de retour de 12 mois, elle est incompressible. Donc il passera vraiment 12 mois en Europe. Et il peut y avoir un premier secondment initial tout au début du projet de 3 mois maximum chez le bénéficiaire, donc chez le bénéficiaire européen, celui qui va le recruter. Ça, c'est intéressant pour un postdoctorant qui arriverait d'Allemagne, qui veut être recruté par un bénéficiaire français qu'il ne connaît pas vraiment, et ensuite il a prévu d'aller passer 12 mois aux États-Unis et de revenir. Bah, c'est compliqué de partir d'Allemagne aux États-Unis sans avoir jamais posé les pieds dans son équipe française. Donc en fait, il peut commencer par faire 3 mois en France chez son bénéficiaire, comme ça il prépare bien les choses avec son superviseur, ensuite il part aux États-Unis et ensuite il revient. Donc c'est ça l'idée de ce petit secondment de départ. Donc ça, c'était la première option. Donc le secondment, il est inclus dans le projet. L'autre possibilité, c'est de rajouter une période qui va durer 6 mois maximum,
c'est vraiment une période additionnelle qui se passe à la fin du projet. Et là, ça s'appelle un placement. Et cette période-là, elle ne peut se passer que chez un non-académique qui est dans un État membre ou un pays associé. Donc ça, en tant qu'entreprise française, ça peut être intéressant aussi. Donc c'est une opportunité supplémentaire. Ça doit ouvrir des portes supplémentaires dans la carrière du postdoctorant. D'aller passer ces 2, 3, 4, 6 mois, 6 derniers mois, en fait, dans cette entreprise. Donc, par exemple, si pendant 24 mois, il a développé un certain nombre de méthodes, de techniques, de process, une entreprise peut être intéressée pour avoir ce postdoctorant chez elle pendant les 6 derniers mois pour mettre en application, développer un produit ou quelque chose comme ça. Donc, dans ce cas-là, il y a un budget supplémentaire pour cette période. Donc, cette période est couverte également par la bourse. Donc ça veut dire que pour comment dire? Une bourse qui durait jusqu'à présent, on avait dit la durée maximum, c'est 24 mois. Si vous rajoutez ce placement, bah, elle va durer un peu plus. Est-ce que j'ai tout dit sur cette période? Je crois que c'est à peu près tout. Et pendant cette période-là, le postdoctorant est toujours en contrat avec le bénéficiaire. En fait, la commission ne signe la convention de subvention qu'avec une seule entité, qui est le bénéficiaire, et qui va couvrir la période chez cette personne, la période en secondment éventuellement, et la période en placement s'il y en a un à la fin du projet. Et ce placement-là, il est optionnel, tout comme les secondments sont optionnels. Bon, les secondments, on va dire, sont fortement appréciés. Mais si vous n'avez pas un bon secondment ou un bon placement à intégrer dans votre projet, parce que tout ça doit être défini avant de déposer, il vaut mieux ne pas mettre ces périodes-là si vous n'êtes pas sûr de la plus-value de ces objets-là. Et donc, si j'essaye de synthétiser, en tant qu'entreprise, vous avez plusieurs possibilités. Soit être bénéficiaire, donc ça veut dire que vous allez recruter le postdoctorant, percevoir la subvention européenne, et donc vous allez recruter, former le postdoc pendant 12, 24, 36 mois. Ou alors vous pouvez vous positionner comme partenaire associé. Dans ce cas-là, ça veut dire que soit vous allez accueillir un postdoctorant qui est recruté par une autre structure pendant un secondment, donc le secondment dure de 1 à 8 mois, ou alors vous allez accueillir un postdoctorant en placement, donc à la fin de son projet, et là ce sera 6 mois maximum. Donc ça peut être dans l'optique d'un recrutement à la suite de cette bourse, évidemment. J'espère que jusqu'ici, les choses sont à peu près claires. On pourra évidemment en reparler par la suite. Alors, ce tableau peut faire peur. Là, ce sont les critères d'éligibilité par rapport aux postdoctorants que vous allez recruter. Le message qu'on donne en général, c'est vous avez des personnes support qui peuvent vous aider quand vous avez identifié votre candidat pour savoir si cette personne est éligible ou pas. Mais là, on vous a résumé les critères. Donc, en fonction du programme sur lequel vous allez, enfin du type de bourse, donc soit European Fellowship, soit Global Fellowship. Donc, la nationalité, on en a déjà parlé. Il y a une règle de mobilité à respecter. En fait, le postdoctorant que vous allez recruter, la commission va vérifier que donc la deadline, ça va être mi-septembre 2024. Ils vont remonter 3 ans en arrière, donc jusqu'à mi-septembre 2021. Et sur cette période de 3 ans, ils vont regarder combien de temps le postdoc a passé dans le pays du bénéficiaire pour le cas des European Fellowship. Donc, par exemple, si c'est vous qui recrutez, combien de temps il a passé en France sur les 3 dernières années? S'il candidate à une Global Fellowship, combien de temps il a passé dans le pays hors Europe? Donc voilà, c'est comme ça que ça se calcule. Donc c'est toujours sur les 3 ans à partir de la deadline. En termes de qualification, ben il doit avoir soutenu sa thèse avant la clôture de l'appel. Ça, c'est obligatoire. Et en termes d'expérience de recherche, le postdoctorant ne peut pas avoir plus de 8 ans d'expérience de recherche à temps plein depuis qu'il a eu son diplôme de thèse. Il y a un certain nombre d'exceptions. Il y a des interruptions de carrière qu'on va déduire de ces 8 ans. Donc, si la personne a des enfants, par exemple, on va déduire les congés, maternité, paternité, etc., ou les maladies longue durée. Mais sinon, vous voyez que c'est un dispositif qui s'adresse plutôt aux chercheurs en première partie de carrière, jusqu'à 8 ans d'expérience. En termes de budget, il n'y a pas vraiment de budget à monter dans un projet Marie Curie, c'est l'avantage. On est financé via des forfaits mensuels, donc 1 mois de recrutement de postdoc égale le forfait que vous avez là dans la première ligne.
Donc si vous avez, un projet, de 12 mois, par exemple, vous avez la deuxième ligne qui vous montre un peu ce que ça représente en termes de budget. Donc l'idée, c'est que, tout ce qui est dans les colonnes bleu foncé, sous researcher, ça va être versé aux postdoctorants. L'institution s'engage à verser ça, aux postdoctorants. C'est l'argent que la structure va recevoir et elle doit garantir que c'est bien ça que le postdoctorant va recevoir. Donc on prélève rien là-dessus et la partie à droite, en bleu plus clair, ce sont les coûts institutionnels. Donc là, c'est ce qui va servir à faire fonctionner ce postdoctorat. Donc ça peut regrouper beaucoup de types de coûts. Évidemment, les frais de déplacement, de publication, l'achat, de consommables, de matériel, peut-être d'un ordinateur de manière très basique déjà au départ, l'entrée dans les congrès, les déplacements de son superviseur également dans le cadre de ce projet, le fait d'organiser peut-être un workshop avec des partenaires. Et donc tout ça, cette enveloppe-là, bleu clair, elle sert à ça et puis, bon, la partie management, sert aussi à couvrir, les frais de gestion, de la structure, bénéficiaire. Donc voilà pour le grand principe. Donc vous n'avez pas de justification budgétaire à apporter à chaque fois que vous achetez quelque chose, il faudra en revanche, pouvoir prouver, via notamment le contrat de travail que vous payez bien le postdoc avec, enfin, au montant que la commission, a demandé et il faudra pouvoir montrer qu'effectivement vous lui avez permis, avec l'argent disponible, de faire, les actions, qu'il avait prévu de faire dans son projet et donc qu'il a pu mener son projet à bien. Pour répondre à cet appel, comment ça se passe? Donc déjà en termes de calendrier, ce sont des appels qui sont annuels. Donc tous les ans, en septembre, à peu près mi-septembre, tombe, la date des Marie Curie, PF. Donc cette année, ce sera le 11 septembre. C'est en général toujours entre le 11 et le 15 septembre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez anticiper. Les documents à fournir varient assez peu. On a les documents des années précédentes. Donc en fait, on n'est pas obligé d'attendre l'ouverture officielle de l'appel qui est en mai pour discuter, pour savoir, regarder un petit peu ce qui se passe, et ce qu'il faut fournir comme élément. Heu, Comme toujours, en fait, dans les projets Horizon Europe, il y a un certain délai, pour, l'évaluation, donc qui dure 5 mois et ces dernières années, on a vu qu'ils allaient vraiment au bout des 5 mois. Avant, c'était plutôt 4, maintenant c'est vraiment 5, donc à peu près en février, vous avez la réponse. Ensuite, vous avez 3 mois pour contractualiser. Donc normalement, si vous êtes sur une bourse, European Fellowship, la contractualisation est pas très compliquée puisqu'il y a, le recruteur, la commission et le postdoc. Il y a que trois personnes qui doivent fournir des informations, donc ça va en général de manière assez simple. La signature de la convention se fait aux alentours du mois de mai et le projet peut démarrer tout de suite ou alors vous pouvez, demander à le décaler un petit peu, soit parce que votre postdoc doit finir un contrat précédent ou parce que, en termes de timing, ça vous arrange plus de commencer en septembre ou voilà. Donc ça peut se négocier et donc ensuite le projet démarre pour 1 à 3 ans. En termes de dossier de candidature, il y a, on va dire 3 grandes parties. La première se passe en ligne. Donc là, vous rentrez les informations générales sur le projet. C'est assez classique si vous connaissez les projets européens. Il y a un résumé, on choisit des mots-clés. Le budget, il apparaît, mais il est en fait, calculé automatiquement puisque ce sont des forfaits. On répond à un certain nombre de questions éthiques, de sécurité et cetera. Le corps du projet, c'est ce qu'on appelle le document B1, donc là, c'est 10 pages, donc c'est très court pour répondre à tous les attendus que la commission a et les attendus de la commission, c'est pas seulement un projet de recherche, c'est un projet de recherche avec des aspects de formation, avec des aspects de communication et de dissémination, avec un donc dans la mise en œuvre, c'est essentiellement votre plan de travail un peu détaillé avec l'évaluation des risques et cetera. Donc 10 pages, ça va très vite. Mais l'avantage, c'est que les dossiers est quand même assez court et ensuite vous avez, donc ça, c'est soumis en format PDF sur le portail et le document B2, c'est aussi un PDF avec des infos, complémentaires. Donc le CV du candidat. Donc vous, en tant que superviseur, vous ne mettez pas votre CV. Vous décrirez un petit peu vos compétences, et votre expertise, mais c'est le CV du candidat qui sera partagé. Il y aura des éléments de description, de la structure d'accueil, et cetera, et cetera. Donc là, ce dossier, il change assez peu d'une année sur l'autre.
En termes d'évaluation, eh ben, vous retrouvez les 3 blocs que vous voyez là-haut. Ce sont les 3 grands chapitres, les 3 grandes sections du dossier des 10 pages, en fait, du B1. Donc la partie excellence, qui là porte sur la recherche et la formation. En gros, le contenu du programme, c'est la moitié de la note. Donc c'est important. Mais ça veut dire aussi que les parties impact, donc là c'est plutôt communication, dissémination, impact sur la carrière et implémentation. Donc là, le côté très pratique, plan de travail, risque, etc., bah, c'est l'autre moitié de la note. Donc en fait, il ne faut pas seulement écrire de la recherche et de la formation, il faut aussi penser à tout le reste. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, on n'écrit pas qu'un projet de recherche. Donc chaque critère est noté sur une note de 1 à 5. On choisit un panel thématique en fait au moment où on soumet. Donc il y a des descripteurs qui nous aident à choisir dans quel panel on va. Et ensuite, bah, il y a tout le processus d'évaluation qui se fait. Les évaluateurs ne sont pas que des chercheurs académiques. Donc, en fait, si vous soumettez un projet qui a une forte connotation développement produit, entreprise, innovation, vous aurez potentiellement des entrepreneurs, donc des gens qui travaillent dans votre secteur qui reliront. Et ensuite, quel que soit le résultat, vous recevrez un rapport d'évaluation détaillé, donc ce qu'on appelle le SR, qui vous permet, si vous avez une note supérieure à 70 et si votre candidat est toujours éligible, de resoumettre l'année d'après. Donc en vous basant sur, les remarques qui ont été faites. Donc voilà, ça, ce processus d'évaluation, il prend donc, 5 mois à peu près après le dépôt. Morgane, est-ce que c'est à toi que je passe la parole sur ces aspects-là? Je pense que c'était encore à C'est celle toi. d'après? Ouais. D'accord. Donc juste quelques conseils de manière vraiment très succincte. Un aspect très important, c'est, bah, d'identifier le bon candidat. Donc c'est important, de pouvoir écrire dans le dossier ce que vous allez apporter au candidat que vous allez recruter mais aussi ce que le candidat va pouvoir vous apporter. Donc il faut vraiment réfléchir en termes, de complémentarité, d'intégration dans votre projet d'entreprise, votre stratégie d'entreprise, parce qu'il faut que vous recrutiez quelqu'un qui va vous apporter des choses. Heu, donc à nos chercheurs académiques qu'on accompagne, on leur dit: «Vaut mieux quelqu'un qui soit complémentaire à vous que quelqu'un qui vous ressemble». Si, vous recrutez un postdoc qui a vraiment le même background que vous, bah, ça va être plus difficile de dire: «Ah oui, il apporte des choses à l'équipe», puisque vous, vous avez déjà cette expertise-là. Donc plutôt quelqu'un qui est un petit peu à côté, qui va vous apporter le complément. Et puis c'est important d'avoir une relation de confiance parce qu'il faut, effectivement monter ce projet et puis après il faut que le projet se déroule bien. Il faut, vous voyez le délai est un petit peu long, donc il faut que la personne reste mobilisée pour vraiment, attendre la réponse et venir, ensuite. C'est très important de co-construire le projet avec le candidat. D'expérience, c'est le candidat qui écrit quand même une grande partie du projet. En général, en tout cas dans le monde académique, c'est plutôt le candidat qui va être source d'idées pour le projet. Mais c'est vraiment important. Les projets qui sont écrits que par le superviseur ou que par le candidat, on en a eu malheureusement et d'expérience, ça se sent et du coup les évaluateurs, se méfient et les notes sont pas excellentes. Donc c'est vraiment important d'avoir cette complémentarité et qu'on sente bien, que ça a été réfléchi en fonction du profil du candidat et en fonction des attentes de l'équipe qui va accueillir. C'est un projet de recherche et de formation, donc il faut vraiment pas négliger les aspects de formation du postdoc pour, avoir un impact sur sa carrière et il faut faire attention à la durée du projet, à la durée du secondment. On est sur des projets qui doivent être réalisables. Donc si on a un projet de 2 ans, il faut, que les évaluateurs n'aient pas de doute sur le fait qu'en 2 ans, le postdoc pourra réaliser tout ça. Ou si vous prévoyez d'accueillir un postdoc pendant un secondment de 6 mois, il faut que ce que vous avez prévu de faire avec lui soit réalisable au moment pendant ces 6 mois-là. Voilà, ce sont quelques conseils que l'on donne, pour le montage de ce type de projet. Et alors pour clôturer cette présentation, un petit résumé en fait et pour aussi, vous montrer que le programme reste accessible et même aux entreprises. On est sur des taux de réussite entre 15 et 7,5 %. Donc ça, c'était les taux de l'appel 2023. Ce sont pas des taux meilleurs ou pires que d'autres programmes européens de recherche et développement. On est sur des taux de réussite assez similaires, donc c'est pas forcément un programme plus difficile d'accès. C'est également l'opportunité de recruter un chercheur avec
venus de tout pays, comme le présentait Claire, et pas uniquement anglophones. Vous pouvez également recruter des chercheurs francophones ou potentiellement un chercheur d'un pays cible que vous cherchez pour un développement commercial. C'est un programme qui n'est pas si complexe. On a vu, le dossier est relativement court, une dizaine de pages. Et si vous êtes partenaire associé, vous vous déchargez également de la gestion administrative et financière du dispositif, puisque c'est le bénéficiaire qui va s'occuper donc des parties financières, du recrutement du candidat, etc. Le chercheur est un chercheur post-doctorant, donc doctorat validé. C'est une personne qui, du coup, a un profil scientifique de haut niveau et qui a également la capacité de mener sa recherche de façon autonome. Donc, vous recrutez quelqu'un qui va être assez efficace, même si la durée est assez courte, le temps d'adaptation et la capacité, du coup, à s'intégrer et à mener son projet sera rapide. Et également, pour vous, une R&D renforcée dans le sens où, le recrutement d'un chercheur peut vous permettre d'accélérer le développement d'une technologie et bénéficier ainsi d'une différenciation, d'une avance concurrentielle, tout en renforçant aussi, la collaboration avec un acteur académique, si vous souhaitez, du coup, continuer aussi à travailler sur cette recherche et approfondir votre R&D. Et je te laisse la parole, Oui. Sarah. Merci à toutes les 2 pour ces explications très claires. On n'a pas de questions dans le chat. Alors je ne sais pas si, vous avez des questions, auquel cas on peut les prendre. La première étant toujours la plus difficile. Ah, on a une question, je vous laisse la parole, Abed. Oui, bonjour, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, hein, et du coup, j'ai vu la slide où vous mettiez, bénéficiaires et partenaires associés. Oui. Et du coup, la durée, elle est différente. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer la durée pour chaque partie? Merci. Oui. Alors, donc le bénéficiaire, c'est celui qui va recruter le postdoctorant. Donc lui, il va faire un contrat pour le postdoc qui, en fonction du type de bourse que vous voulez, que vous visez, va durer 12 mois ou 24 mois ou 36 mois. Donc le bénéficiaire, lui, s'engage sur toute cette durée-là, du début à la fin du projet. Mais le postdoctorant, il peut, à l'intérieur de son projet, alors soit passer ces 24 mois chez son bénéficiaire, il y a pas de secondment, il y a pas de mobilité, il reste chez lui. Soit il va inclure des périodes comme par exemple des secondments, donc des mobilités qui durent, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, il va être du coup accueilli par un partenaire associé et donc, par exemple, dans le cas d'une, bourse qu'on appelle European Fellowship, cette durée, elle va être de maximum 8 mois. Donc en tant que partenaire associé qui accueille un secondment, la période d'accueil, elle va être forcément inférieure à 8 mois. Elle sera supérieure à 1 mois, sinon on considère que c'est quand même compliqué d'avoir une vraie, valeur ajoutée sur le projet, mais ce sera pas plus de 8 mois. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, par exemple, nous, on est un laboratoire public. On souhaite recruter un postdoc pour un projet de développement de R&D. Oui. Et du coup, on est bénéficiaire, donc on rentre dans Oui. ce volet-là. Et la période, donc on peut demander jusqu'à 8 mois, c'est ça? La durée ou plus? Non. Non, alors en tant que bénéficiaire, votre recrutement, ce sera, entre 12 et 24 mois. Si vous êtes sur, je vais peut-être repartager juste, si je retrouve la bonne slide. Hop. Pardon, il faut que je repartage. Hop. Est-ce que vous voyez la slide? Oui. Donc voilà, vous avez ces 2 types de bourses. Donc si vous êtes dans la partie gauche, la European Fellowship, vous, en tant que bénéficiaire, vous allez recruter votre postdoctorant pour 1 an ou pour 2 ans, en gros. Donc vous allez faire un contrat de travail, pour cette période-là. Et à l'intérieur de ce projet de 24 mois, enfin, on va dire, en général, c'est plutôt 24 mois que 12, il peut y avoir des périodes de mobilité où le postdoc va aller passer, 1 mois, 2 mois, 3 mois ailleurs, mais il restera en contrat chez vous. Il aura un contrat unique, en fait. Après, il y a des accords que vous trouvez,
avec la structure qui va accueillir ces périodes de mobilité pour que le but, c'est que ça leur coûte pas d'argent non plus. Donc, bon, le salaire, il est couvert de toute façon, mais vous vous arrangez, vous faites un accord en disant, OK, c'est moi qui achète le consommable pour pas que ça vous coûte de l'argent ou des choses comme ça. Ça, la commission, elle s'en fiche, c'est vraiment les deux partenaires s'arrangent. Mais par contre, le chercheur, il est en contrat chez vous pendant toute cette durée-là. C'est votre recrutement, quoi. Ok, c'est clair. Merci beaucoup. Super. Alors, on a une deuxième question, on va prendre Marie Corbin. Oui, bonjour. Je me demandais, Bonjour. c'est une prise en charge à 100% même pour les entreprises? Oui, absolument. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas de distinction, quel que soit le bénéficiaire. Et sur la notion de propriété intellectuelle, je suis désolée, je suis dans une pièce où ça c'est pas. Quand la personne est quand on est simple partenaire, est-ce qu'il peut y avoir un accord quand même de consortium qui soit fait pour regarder un petit peu le partage de pays entre l'employeur du coup et puis nous, l'entreprise qui serait par exemple juste partenaire? Oui, absolument, c'est même très important et c'est pour ça que tous ces aspects-là doivent être, discutés avant de soumettre le projet, même si, tout le détail n'apparaîtra pas dans les 10 pages, parce que c'est très court. Mais oui, c'est très important de mettre à plat, qu'est-ce que chacun apporte, qu'est-ce que chacun va développer et qu'est-ce qu'on gardera, comment on partagera la propriété intellectuelle et alors même si la commission ne le demande pas, elle laisse absolument libre, de faire des accords, après entre les partenaires et nous, on le conseille de voilà, quand il y a ces aspects-là, c'est super important et on parlait un petit peu de confiance aussi et ça participe à cette confiance aussi entre les partenaires et puis que le postdoc se retrouve pas, pris dans une situation très inconfortable entre 2 partenaires qui, en fait, pourraient, avoir moins envie de partager ou fermer la porte, Mmh. à l'accès à certaines choses, quoi. Donc oui, c'est OK. très important. Dernière petite question, les second months, c'est obligatoire ou pas? Non, non, D'accord. c'est pas On peut avoir juste 12-24 mois dans une seule structure et c'est quand absolument. même éligible? Oui, tout à fait et j'allais dire, dans le monde académique, dans les projets qu'on a vus passer et pour avoir discuté avec une, évaluatrice, je pense qu'il y a, à peu près la moitié des projets ou peut-être moins de la moitié des projets qui proposent des secondments. Mmh. Et nous, dans ceux qu'on accompagne, notamment ceux qui sont en recherche plutôt fondamentale, ils ont très peu de secondment et ça les empêche pas d'être financés. Et comme on dit souvent, il vaut mieux pas de secondment qu'un mauvais secondment. Parce que donner l'impression que ah oui, la commission veut un secondment, donc je vais lui coller 1 ou 2 mois là, mais en fait on sait pas trop ce qu'il va faire. En général, les évaluateurs ils sont pas dupes, ils le voient et ils aiment pas du tout. Donc il y a pas de problème à passer 2 ans au même endroit si le projet est cohérent et si s'il y a un bon impact sur la carrière du chercheur. Merci. Alors, on continue, il y a plusieurs questions derrière. Alors, Camille, vous avez baissé votre main, Oui, mais je vous parce laisse que la parole. Tout à fait, vous m'entendez? Est-ce que Oui. vous m'entendez? Oui. Oui. Donc moi, j'étais un peu plus intéressée par le fait d'avoir cette période de 6 mois en fin de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. On pouvait Le placement? intégrer... pardon? Le placement, ça s'appelle. Placement, voilà, c'est ça. Et donc, je me demandais, est-ce que il s'agit par exemple d'un transfert, si on imagine un postdoc qui a aidé à développer dans une structure académique une méthode, il a développé une méthode et l'intérêt, parce que moi je travaille dans un laboratoire diagnostique, c'est d'acquérir, d'avoir cette transposition cette méthode, qu'elle puisse être mise en place dans notre laboratoire. Est-ce que ça fait partie des choses qui sont envisagées dans cette période de 6 mois, par exemple? Est-ce que ça fait partie des Oui. choses Oui, oui, intéressantes qui peuvent ouais. être proposées? Et Absolument, oui, c'est ouais, vraiment, enfin, alors je vous cache pas que c'est un dispositif qui est assez récent et qu'on a d'accord. très peu vu, utiliser pour le moment. Oui, Côté académique, on a eu notre première bourse financée avec un placement à l'appel précédent oui. et la personne allait dans une association, et Mhm. l'idée c'était de tester, en fait, elle développait un outil, un prototype et qu'elle souhaitait, tester auprès d'utilisateurs potentiels et donc cette association va l'aider à mobiliser ses utilisateurs et à tester,
à tester ça en grandeur nature, en fait. Et donc, D'accord. oui, l'idée du transfert sur le terrain, de passer d'un prototype à quelque chose d'abouti, c'est tout à fait dans l'idée, ouais. D'accord. Et dans ce cas-là, vous savez comment, en gros, il faut avoir déjà être en contact avec une unité de recherche, avec son postdoctorant et leur proposer, ils connaissent bien ces dispositifs. Eux, quand ils font leur demande de projet, bah, je ne sais pas, est-ce que c'est, vous voyez des moyens en fait Oui. pour un laboratoire comme le mien, qui est un laboratoire d'analyse, de se mettre, voilà, de trouver les labos qui seraient intéressés pour ce type de bourse et avec cette phase de transfert à la fin. Est-ce qu'il y a des pistes? Alors, nous, on en parle systématiquement de cette option-là au dossier qu'on voit arriver, qu'on accompagne en montage. Donc, on n'accompagne que les académiques, mais sur toutes les thématiques, donc y compris en santé, notamment. Et après, c'est vrai que nous, enfin, on essaye, quand on sent que le projet, que ça pourrait être une vraie plus-value pour le projet, que c'est pas de la recherche vraiment, voilà, très fondamentale ou non applicative, on essaye de pousser un peu pour qu'ils intègrent soit un secondment, soit un placement. Ce qu'on peut faire, c'est aussi diffuser au sein de différents réseaux et auprès des chercheurs qu'on sait être en train d'y réfléchir, une proposition en disant: «Bah, voilà, tu vas monter un projet. Est-ce que travailler avec cette structure-là D'accord. pour envisager un placement, ça te semble cohérent?» Et après, c'est ce chercheur-là qui dira oui, non, en fonction du projet, mais on peut éventuellement diffuser, nous, à nos chercheurs, ce genre de proposition. D'accord. Donc, on peut se faire connaître auprès de vous pour, voilà, pour qu'on soit identifié comme un laboratoire qui accueillerait les développements de diagnostic, par exemple. Alors, nous, c'est pas que la santé, ça va être l'environnement, la santé humaine, la OK. santé animale, voilà, c'est assez large, mais oui. OK. Mm. D'accord. Bah, écoutez, oui, dans ce cas-là, à l'issue de ce webinaire, si vous voulez envoyer un petit descriptif et moi, je peux le partager avec les ingénieurs, ici qui travaillent sur ces thématiques-là, pour qu'ils aient Ok, ça en tête. merci. Je vous en prie. Alors, on va prendre Hassan. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Bonjour. Claire, merci beaucoup. Juste quelques questions rapides. Est-ce qu'on a des chiffres sur les pourcentages des projets portés par les entreprises comme Hot Institution? Alors non, alors moi, j'en ai pas. C'est assez faible, je pense, parce que, en fait, dans l'ancien programme, Horizon 2020, il y avait un panel spécifique pour les entreprises. Et comme il y avait assez peu de demandes, le taux de succès était à 25 %, donc c'était super intéressant. Là, ils ont choisi d'uniformiser un peu tout ça, enfin de rationaliser parce que il y avait vraiment trop de panels et c'était compliqué. Non, j'ai pas des chiffres récents sur la participation des entreprises, mais il y a eu, un webinaire, du point de contact national Marie Curie qui était vraiment dédié aux entreprises et il faudrait que j'aille creuser. Peut-être qu'ils avaient affiché des chiffres à cette occasion, Ok. mais moi, je les ai pas. OK. Et est-ce que l'entreprise peut recruter la personne, par exemple en CDI, je veux dire, on dépose le projet le 15 septembre, on recrute la personne le 1er octobre, peut-être parce qu'il va attendre 5 mois pour la réponse ou 8 mois. Est-ce qu'on peut Mmh. recruter et ça entre pas dans le délai des 12 mois sur 3 ans? Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais en fait, à partir du moment en fait, la personne peut déjà être dans la structure au moment où elle candidate. OK, Ça, c'est possible. À partir du moment où elle est arrivée en France, donc pas que dans la structure, mais en France, moins de 12 mois, entre, le 12 septembre 2021 et le 11 septembre 2024. OK, OK, OK. Ça nous arrive, côté académique, ça arrive, un postdoctorant qui est arrivé, en mai-juin et en fait, il est éligible, il arrive, il a passé, 3-4 ans à l'étranger, il arrive en France, il est éligible, même s'il est déjà dans la structure, il peut déposer un projet en septembre. Par contre, l'année d'après, bon, il sera plus éligible, mais il peut OK, tenter OK, sa chance une très fois, bien. ouais. Très bien. Et le secondment, enfin, vous avez dit, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. C'est un plus dans le dossier, j'imagine. Donc, si on a la possibilité, il faut le faire, non?
Oui, alors moi, ce que j'ai Non? tendance à dire, c'est qu'il y a des types de projets où on reprochera, enfin, voilà, si spontanément on se dit, ah, quand même, c'est dommage que ce postdoc-là, vu le projet qui monte, il soit pas allé passer quelques mois dans une ONG, quelques mois dans une entreprise. Franchement, ça aurait eu du sens. Là, ça peut être vu en se disant quand même, ils n'ont pas fait cet effort. Et il y a des projets où on s'attend pas à avoir des secondments. Donc vraiment, ça dépend vraiment du projet. Ça dépend Ok. aussi du profil du postdoc parce que il y a des postdocs qui ont passé, après leur thèse, sont allés passer du temps en entreprise. Maintenant, ils reviennent dans l'académique. Eux, l'intersectoriel, ils connaissent en fait. Donc, placer un secondment pour dire on lui fait découvrir le monde de l'entreprise alors que cette personne, elle a bossé 2 ans dans une société, bon, voilà. On sent que c'est un peu posé là, sans trop de plus-value. Donc, D'accord. voilà, ça dépend un peu de tout ça. Et dernière question, placement, même si le host institution c'est une entreprise, on peut imaginer un placement dans une autre entreprise? Oui, il faut que ce soit une autre entreprise, effectivement. Ok, En tout cas, une autre structure non académique, donc entreprise ou pas, mais on peut pas rallonger le projet de 6 mois dans la même structure. parfait. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, une autre question, Nicolas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, alors juste vers qui on peut se tourner quand on a un sujet qui est un peu complexe, puisque ça englobe plusieurs pays, et voir quelle serait en fait la meilleure des solutions entre Marie Curie global ou enfin, le fellowship européen ou global. Et donc, on aurait besoin un peu de conseils avant d'avancer sur ce sujet. Je ne sais pas vers qui on peut se tourner, qui peut être analyser en fait le dossier et nous dire ce qui serait préférable de faire. Vous travaillez pour quel genre de structure? Alors nous, on est une société, mais on a D'accord. déjà initié un premier partenariat avec le CNRS, une entité du CNRS et un laboratoire en Asie. Et D'accord. on voudrait poursuivre ce sujet avec un postdoc. Et D'accord. ce que j'avais pas forcément vu, c'est l'intérêt peut-être même de prendre un postdoc français pour aller le former là-bas, parce que le savoir-faire est plutôt en Asie que chez nous, et le ramener le savoir-faire en France. Donc D'accord. ça peut être le global en fait que j'avais pas forcément identifié. Je connaissais European Fellowship, mais pas global. Alors Morgane, je vais peut-être te laisser Oui, tu veux que je répondre réponde? du coup. Oui. Oui, du coup, est-ce que je peux vous demander où vous êtes, basés? De façon très, Toujours la grande question. Ouais. Pour l'instant, on est basé en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Est-ce que, vous êtes accompagné par un technopôle en Nouvelle-Aquitaine ou par un pôle de compétitivité? Parce qu'en fait, ça pourrait être la porte d'entrée pour vous, parce qu'au sein de pôles de compétitivité, de technopoles, il y a souvent, alors comme nous, c'est le cas au sein des 7 technopoles de Bretagne, une porte d'entrée du coup pour l'accompagnement vers les projets européens. Et non pas que, je ne souhaiterais pas vous accompagner, mais c'est vrai que nous, on a un rayon d'intervention qui est plutôt breton. Après, si vous souhaitez des contacts en Nouvelle-Aquitaine, je peux également, chercher, il y a Alors, pas de souci et je vous redonne du coup les contacts, près de chez vous. ouais, alors, sauf que vous connaissez peut-être quelqu'un qui s'appelle Boris Tellier, qui est Oui, au pôle mer pôle mer Bretagne-Atlantique. Nous, on est accompagné. Alors, on a plusieurs projets. On a un projet qui est entre pôle mer Bretagne, enfin, pôle mer Méditerranée, et OK. l'autre qui est en pôle mer Bretagne-Atlantique. Et il n'y a pas de pôle mer, en fait, sur la zone aquitaine. Mmh. Et donc, c'est le pôle mer Bretagne-Atlantique qui s'y colle, comme on dit, quand il y a des sujets qui les intéressent. Et notamment, là, on a des sujets, notamment avec les gens de la conchyliculture en zone Charente-Maritime, et c'est le pôle mer Bretagne-Atlantique qui devrait venir en aide là-dessus. C'est un autre projet encore, mais donc c'est peut-être auprès du pôle mer Bretagne-Atlantique que je dois me référer et voir avec eux s'ils peuvent nous conseiller. Et puis, comme c'est la station biologique de Roscoff qui est en Bretagne qui est concernée, voilà, on est transrégion. Je sais que c'est pas facile, mais un peu Non, même. mais du coup, ça apporte un éclairage intéressant parce qu'en effet, donc, Sarah Gérard, qui est ici présente, est également référente pour le pôle mer Bretagne-Atlantique et nous, enfin, au niveau du Technopôle de Brest, on est voisins, en fait, du pôle mer et on travaille beaucoup en coopération et sachant que la station biologique de Roscoff est également sur notre périmètre d'intervention, là, il y a possiblement, en effet, une porte d'entrée, via les 7 technopoles de Bretagne, via le pôle mer.
Donc, si vous avez des éléments complémentaires sur le projet que vous êtes en train de monter, n'hésitez pas, vous aurez nos contacts D'accord. après ce webinaire. Et n'hésitez pas à nous envoyer plus d'informations et on verra ensuite comment on peut vous aider, comment on peut vous renseigner là-dessus. D'accord. Merci. Oui, alors Merci. juste si je peux compléter du coup les propos de Morgane, effectivement, donc je travaille au niveau du pôle mer Bretagne-Atlantique, donc avec Boris Tillian, effectivement, et donc plutôt en charge de la partie aquaculture, notamment. Mhm. Donc, et avec la double casquette au niveau des technopoles, d'accompagner des projets, d'accompagner les entreprises sur les projets européens ou les volets européens. Donc, pas hésiter effectivement à se rapprocher de nous. Il y a les contacts à la fin de la présentation. Et puis après, par la suite, on verra si finalement on n'est pas la meilleure porte d'entrée. On verra comment vous réadresser. Mais en tout cas, on peut commencer par prendre le contact et voir justement si on peut être les bons interlocuteurs ou pas. Entre vous et Boris, c'est plutôt vous qui vous occupez des dossiers européens? Alors, en fait, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'avec Boris, on est tous les 2 dans des structures technopolitaines, donc lui au niveau d'Atlampol et moi au niveau de la technopole de Quimper, et on est mis à disposition pour le pôle mer. Mais au sein du pôle mer, vraiment une cellule, on va dire, Europe en tant que telle. Donc au niveau du pôle mer, nous, on s'occupe pas des projets européens. Par contre, au niveau de nos technopoles, on peut être amené à s'occuper des projets européens, Boris également, de par ses compétences antérieures. D'accord. Très bien, merci. Et ben, je crois qu'on a fini le tour des questions et on arrive peut-être même à la fin du temps. Je te laisse reprendre la main, Morgane. Oui, bah, du coup, s'il y a plus de questions, bah, merci à tous pour votre présence et votre participation. Il y avait beaucoup de questions, c'était très intéressant.